Bienvenue à tous à cet entretien spécial en marge de la 13e édition des Atlantic Dialogues, cette conférence de haut niveau organisée par le think tank marocain Policy Center for the New South. Ici, donc à Rabat, se réunissent des experts, des chercheurs, des décideurs, des diplomates pour discuter des sujets qui comptent pour ce nouveau Sud global. Et bien naturellement, une des initiatives qui font l'objet de plusieurs thématiques abordées lors de cette 13e édition des Atlantic Dialogues, c'est le processus de l'Afrique atlantique, cette initiative lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI il y a tout juste un an et qui a franchi bien des étapes. Et un des aspects plutôt essentiels de cette initiative est celui de l'énergie. Quelle est la place aujourd'hui de l'énergie pour le développement socio-économique des pays riverains, des pays africains riverains de l'Atlantique, et comment un projet comme le gazoduc Nigeria-Maroc va enclencher une nouvelle dynamique de développement pour les pays qui font partie du tracé de ce gazoduc. Pour parler de ces sujets, de ces thématiques on ne peut plus d'actualité, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Madame Amina Benkhadra. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Merci pour votre invitation. Alors, on va peut-être commencer par le gazoduc, parce qu'aujourd'hui, ce projet est sur toutes les langues. Et tous, nous voulons savoir, depuis qu'il a été initié à Abuja en 2016, quelles sont les étapes qui ont été franchies? Où en sommes-nous aujourd'hui en 2024, Madame Benkhadra? Alors, le projet, comme vous l'avez rappelé, a été donc initié en 2016. L'accord de coopération pour travailler a été signé en mai 2017 et a engagé donc l'ONIM et la NNPC, la Nigerian National Petroleum Corporation, de travailler ensemble pour conduire les études de détail et d'ingénierie de ce grand projet stratégique. Ce projet véritablement a franchi des étapes importantes parce qu'on a dû passer par d'abord l'étude de faisabilité, l'étude de pré-engineering détaillé, la pré-FEED, et l'étude de FEED confiée à des grands cabinets spécialisés qui a été achevée en mars 2024. Donc aujourd'hui, les composantes du projet sont là en termes de structuration de ce projet important. Ça, plus de 6 500 km de pipeline, un choix de offshore-onshore pour des raisons de facilité, de sécurité et d'accès facile à un certain nombre d'installations, avec une enveloppe d'investissement qui est connue aujourd'hui de un peu moins de 25 milliards de dollars, avec également un coût de transport qui montre la compétitivité de ce projet de gazoduc par rapport au gaz naturel liquéfié, puisque c'est le principal produit qui est aujourd'hui utilisé dans un certain nombre de pays. Et donc, c'est un projet solide avec des composantes macroéconomiques qui montrent sa rentabilité et sa faisabilité. À partir de là, on a aussi lancé toutes les études de surveille en mer, onshore et offshore, des études d'impact environnemental qui sont importantes pour finaliser les études de financement. Et elles sont donc sur le terrain avec la collaboration de l'ensemble des pays. Nous devions également préparer le traité qui sera signé entre les différents chefs d'État, ce qu'on appelle l'accord intergouvernemental, IGA. Il a fait l'objet de près de 2 ans et demi de travail pour aboutir à la réunion qui s'est tenue à Abuja au mois d'octobre et qui a donc été acceptée par l'ensemble des pays traversés au niveau d'une réunion des ministres avec les responsables de toutes les sociétés nationales. Et ce projet sera soumis à la CEDEAO au courant de ce mois de décembre pour être validé par tous les chefs d'État pour une signature finale. Il y a tout juste une semaine, vous étiez justement à Lomé. Exactement. Avec les représentants des secteurs énergétiques des pays de la CEDEAO. Pourtant, le Maroc ne fait pas partie de ce groupe régional. Voilà. Tout à fait. Écoutez, depuis le démarrage de ce projet, nous avons associé la CEDEAO, sachant que ce projet intégrateur concernait 13 pays sur la façade atlantique. Il n'y a que 2 pays, le Maroc et la Mauritanie, qui ne font pas partie de la CEDEAO, plus les 3 pays enclavés. Tout de suite, nous avons vu l'intérêt d'avoir la CEDEAO en tant que communauté d'intérêt de l'ensemble de ces pays pour pouvoir les intégrer dès le début, les associer et faire d'eux un partenaire
et qui va s'engager de manière appropriée. Et c'est ce qui a été le cas depuis 2017. Les différents commissaires de la CEDEAO nous ont accompagnés et ils ont été d'une grande utilité, puisque la CEDEAO avait elle-même un projet d'extension d'un gazoduc qui existe déjà entre le Nigeria et le Ghana et qui devait être étendu jusqu'au sud du Sénégal. Et donc, après les réunions que nous avons faites avec les équipes de la CEDEAO, il s'est avéré tout de suite la nécessité d'avoir un projet unique. Et la CEDEAO, après différentes étapes, a validé le projet du gazoduc atlantique africain Maroc-Nigeria pour en faire le projet commun de la région. Et donc c'est un projet qui nous appartient à tous, et c'est comme ça qu'il a été conçu, qui va contribuer à l'accélération de l'accès à l'énergie dans ces pays, de pouvoir contribuer à un développement économique et industriel, à créer de l'emploi, à créer également plus de sécurité dans la région, et bien sûr de pouvoir fournir de l'emploi à tous ces jeunes dans l'ensemble des pays. Qu'est-ce que la découverte de gaz dans des pays, par exemple, comme le Sénégal et la Mauritanie, a pu apporter à ce projet, Madame Benkhadra? Alors, c'est extrêmement important parce que le projet, depuis sa conception, était vu de manière à pouvoir exporter du gaz à partir de pays qui ont des ressources importantes, qui peuvent l'utiliser donc comme voie d'export. Les pays qui n'ont pas de ressources énergétiques, c'est pour eux une source d'approvisionnement. Et donc, au début, quand on a démarré, les découvertes de Mauritanie et Sénégal n'étaient pas encore confirmées. Donc, dès qu'elles ont été confirmées, tout de suite, on leur a présenté le projet puisqu'ils sont sur le tracé et ils ont bien sûr tout à fait adhéré. C'est une deuxième voie, c'est une voie d'export pour eux. Alors, les opérateurs des champs, du champ GTA, qui va démarrer en production incessamment début 25 entre la Mauritanie et le Sénégal, par le groupement BP et Cosmos, envisagent de produire uniquement du gaz naturel liquéfié. Donc ils vont produire en offshore profond et évacuer le gaz par bateau vers l'Asie. Donc le gaz ne rentre pas dans les deux pays. Et grâce à ce gazoduc, nous avons montré, et c'était évident, l'intérêt d'un tel projet, surtout que c'est également un projet qui a sa rentabilité économique et que la molécule est compétitive à travers le gazoduc par rapport au GNL. Donc tout le monde a intérêt à collaborer ensemble. C'est un projet de l'ensemble. Ceux qui produisent vont exporter, ceux qui ont des besoins vont importer ou prendre la redevance à partir. Et c'est véritablement un projet vu au bénéfice de tous les pays, quels qu'ils soient, producteurs ou importateurs. Et en plus, il est relié au gazoduc Maghreb-Europe. Et pour une portion d'export vers l'Europe, elle a été introduite pour améliorer la rentabilité. Et pour l'Europe aussi, c'est une manière d'assurer une diversification de leurs sources d'énergie, même si ça ne représente que 15 à 18 milliards de mètres cubes. Mais l'Europe consomme entre 360 milliards avant la crise ukrainienne et 260 milliards à l'horizon 2050. Donc 18 milliards, on apporte une contribution, ça leur donne un peu plus de diversification et de sécurité. Et surtout, ça renforce l'intégration Maroc-Europe, Afrique-Europe, et fait du Maroc un pays, un corridor pour l'énergie entre l'ensemble de ces régions. Et la relation de cause à effet peut-être entre l'initiative, ou ce qu'on appelle aussi plus communément aujourd'hui, un an après qu'elle soit lancée, ce processus d'Afrique Atlantique, dans le sillage de ce projet de pipeline qui, rappelons-le, est offshore, donc il va vraiment passer par la mer. Et quel serait, selon vous, l'impact d'accélération de ce processus à travers le gaz, à travers l'énergie, et par ricochet le développement socio-économique, comme vous le développiez il y a quelques instants? Alors, je voudrais juste rappeler ici que le Royaume du Maroc, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté et à ses politiques, a conduit des politiques de coopération avec les pays africains depuis près de 25 ans. Une coopération qui s'est inscrite dans des relations d'abord bilatérales entre pays, puis dans le développement d'un certain nombre de projets qui ont fait du Maroc le deuxième investisseur en Afrique et un partenaire de choix pour un certain nombre de pays africains. Et cette vision de la coopération qui construit un espace avec une croissance économique, la paix et la sécurité a été aujourd'hui véritablement déployée sous une vision extraordinaire, celle de l'initiative atlantique, mais précédée par le gazoduc Nigeria-Maroc, puisqu'il a été lancé en 2016 et effectivement en 2017. Et donc, cette vision d'intégration d'un continent
pour construire davantage de prospérité au bénéfice de ces populations. C'est donc une vision qui transcende une simple relation bilatérale ou un simple projet énergétique. C'est véritablement une volonté de construire dans cette zone de l'Afrique, autour de pratiquement 23 à 25 pays, des conditions de croissance, de partenariat, de développement. Et à travers l'initiative atlantique, le Maroc développe ses infrastructures sur la façade atlantique et va mettre et partager ces infrastructures avec un certain nombre de pays, dont les pays enclavés. Et parmi ces grands projets, certains sont déjà lancés, puisque nous avons le port de Dakhla, qui sera une des plus grandes infrastructures sur la façade atlantique. Autour de ce port, il y aura bien sûr aussi le développement des ports de Tantan, pour accompagner les autres infrastructures. Il y a aussi les grands projets industriels autour de l'hydrogène vert, autour de l'ammoniac, autour de la pêche, du tourisme. Et on va construire un corridor autour de ces grandes infrastructures sur le sol marocain, des sortes de couloirs pour pouvoir développer les relations avec les pays enclavés. Il va y avoir une connectivité terrestre avec des routes et des autoroutes, une connectivité ferroviaire, une amélioration également de la connectivité aérienne pour désenclaver et fluidifier les liens, et bien sûr la connectivité maritime au service de ces pays. Et donc, si nous prenons que les 5 pays Maroc et les 4 pays enclavés, c'est un marché de 120 millions d'habitants, ça représente la 4e économie du continent, ça donne donc une place, disons une force à cet environnement et à cette union de ces 5 pays dans la vision d'ensemble de toute la façade atlantique avec les 13 autres pays qui sont sur le projet du gazoduc africain atlantique. Africain atlantique qui va bien sûr au-delà du Maroc, qui va arriver en Europe, n'est-ce pas? Madame la ministre, qu'en est-il du gaz au Maroc? C'est une dernière question sur notre industrie gazière au Maroc et l'avenir de celle-ci, les perspectives de celle-ci. Alors, le Maroc a, comme vous le savez, depuis 2009, une stratégie énergétique qui était basée sur la sécurité d'approvisionnement par la diversification des sources d'énergie, le développement volontariste des énergies renouvelables, l'inscription de l'efficacité énergétique comme un pilier de cette politique et l'intégration régionale, que ce soit vers l'Europe avec les interconnexions qui existent déjà, mais également vers le sud avec la Mauritanie pour créer un marché intégré de l'électricité. Et dans cette vision d'ensemble, dans cette diversification des sources d'énergie, bien sûr, nous avons eu recours d'abord au charbon propre, parce qu'il y avait une urgence de construire des capacités pour répondre aux besoins de la demande, les énergies renouvelables, les grands projets initiés par Sa Majesté, le plan solaire, le plan éolien et également les productions hydrauliques qui sont là en fonction de la maturité des régions. Et puis le gaz a toujours été considéré par le Maroc comme une ressource essentielle du développement de son mix énergétique. Alors, en ce qui concerne la production locale, elle est assez réduite puisque nous avons des petits gisements, ceux du Rarb et celui d'Essaouira. Il y aura, Inch'Allah, en fin 2025, la production à partir de Tendrara avec Sound Energy et Managem, mais nos besoins pour le gaz sont importés. Nous avons donc 2 centrales qui tournent au gaz naturel au nord, Ain Bnemtar et Tahdart, qui étaient approvisionnées avant par le gaz venant du voisin et qui sont aujourd'hui approvisionnées par le reverse flow, puisqu'on achète le gaz sur le marché international et il est introduit. Mais il y a une volonté d'introduire le gaz naturel de manière plus importante. Liquéfié aussi? Oui, liquéfié. Cela induirait la construction de stations de... La sécurité d'approvisionnement exige que nous puissions avoir un point d'entrée qui soit indépendant de celui que nous avons dans le voisinage. Donc, un autre point d'entrée qui peut être une station de GNL, en attendant que le gaz naturel vienne de l'autre sens. Ce serait dans le pipe, comme on dit. Il n'y a aucun souci, parce que plusieurs pays ont énormément de points d'entrée de gaz, et donc c'est une diversification des sources d'approvisionnement. Dernière question, parce que c'est d'actualité, Madame la Ministre, si vous le permettez. L'Agence nationale de régulation de l'énergie, et quel signal renvoie-t-on aux investisseurs étrangers pour les capitaux étrangers pour investir dans le secteur énergétique avec cette autorité-là qui couvre tous
toutes les sources finalement d'approvisionnement ou de production ou d'importation de l'énergie sous toutes ses formes. Une agence de régulation de l'énergie est un élément clé du développement du secteur énergétique. Et il y a eu d'abord la création de l'Agence nationale de régulation de l'électricité, parce qu'avec l'ouverture du secteur électrique au privé, puisque n'oubliez pas, pendant longtemps, l'électricité était un monopole de l'ONE, puis il y a eu l'ouverture pour le développement des énergies renouvelables par le privé, par la loi 1309, et à partir de là, s'imposait la nécessité d'avoir un régulateur qui puisse assurer les conditions de gestion du secteur dans la plus grande transparence, sans discrimination, le contrôle des prix d'accès. Et donc, cette notion de régulateur est importante. Initialement, comme c'était que l'électricité, c'était ANRE électricité, mais il était dans la conscience de tous qu'il fallait absolument, dès que le gaz naturel devient un élément du développement du secteur, que le E d'électricité devienne E de l'énergie, pour avoir l'électricité et également le gaz, et parce que c'est également un secteur en parallèle de l'électricité qui nécessitera une régulation. Vous avez un secteur avec plusieurs intervenants, les acheteurs, les transporteurs, les distributeurs, et donc la régulation est là pour assurer une vision de développement à long terme du secteur. Elle contribue à la planification à long terme des installations et des besoins, avec bien sûr les opérateurs qui préparent cela. Elle va assurer la non-discrimination pour l'accès aux infrastructures. Elle va également, sur la base des rapports et des documents qui sont envoyés bien sûr par la société qui gère le réseau de transport, de pouvoir assurer cette sécurité, cette réglementation, cette transparence qui est un gage de réussite pour les investisseurs, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient étrangers. Donc la porte est ouverte à tous pour le développement de ce secteur important. Et c'est sur ce message justement d'ouverture, Madame la Ministre, que cet entretien touche à sa fin. Je souhaiterais vous réitérer mes remerciements au nom de Média TV d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci Madame Benkhedra. Merci. Voilà, c'était donc cette entrevue spéciale en marge des Atlantic Dialogues en compagnie de la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.